et nous allons prendre quelques minutes pour l'introduire. Alors je passe la parole à Madame Estefania et Andrés qui nous fait l'amitié aujourd'hui de présider. Bonjour tout le monde, Estefania, je suis la directrice de l'Institut culturel du Mexique et avant j'étais l'attachée de coopération universitaire. Pourquoi je connais très bien à Sonia et à Ramon, merci beaucoup pour m'inviter. Et concernant le patrimoine, je pense qu'en ce moment, eu égard des sismes au Mexique du 7 et 19 septembre qui ont ravagé plus de 1800 monuments historiques, ça devient vraiment un sujet de réflexion et de coopération entre nos deux pays. Et dans ce sens, il y a eu le 20 octobre dernier une visite de la ministre de la Culture française au Mexique, Françoise Nicel, qui a offert au Mexique une coopération sur le patrimoine, une expertise française sur la stabilisation des structures, parce que maintenant, dans ces 1800 bâtiments historiques qui sont pas stables dans ces structures, on va faire le mieux pour qu'on puisse apporter de l'aide. Donc, dans ce sens, je voulais vous faire part que peut-être pour l'année prochaine, si je comprends bien, il y aura des journées d'études sur le patrimoine. On pourra vous en faire part des avancées de cette coopération avec la France. Je pense que c'est très, très important. Et je voulais aussi vous dire qu'il y a eu une mission d'experts de l'Union européenne, des Espagnols qui sont allés sur place. Ils ont fait déjà un premier une recherche de champ, analyse. une première analyse, et donc à partir de ceci, on va mettre en place plusieurs choses. Le défi, il est énorme. Il y a beaucoup d'argent à mettre. Bon, c'est pas évident, donc il faut faire appel aussi à des fonds internationaux, comme ceux de l'UNESCO, par exemple. Donc, il y aura sûrement, dans ce sens, des gens de l'INA, de l'Institut national d'anthropologie et histoire, qui vont venir, surtout à l'UNESCO, pour demander ce genre de fonds. Donc peut-être ça pourra être une occasion de les inviter à ces journées d'études et de nous en parler où en est-on. Voilà, tout à l'heure je serai dans une table ronde avec un projet franco-mexicain aussi qui est la Maison du Mexique, la rénovation de la Maison du Mexique à la Cité internationale Université de Paris. Donc j'aurai là l'occasion de vous en parler plus. Voilà, merci. Et bon, bienvenue, je dis quelques mots en français et après en espagnol pour balancer. Et je commence par dire que nous serons ravis de vous accueillir l'année prochaine. Et aujourd'hui, vous êtes cordialement bienvenus. Et este evento, je parle lentement en espagnol, j'espère que tout le monde comprend à peu près, parce que c'est intéressant. Il y a des gens qui ne parlent pas français et il y a des gens qui ne parlent pas espagnol. Alors c'est un peu difficile, mais je continue. Entonces, este evento es el primero, vamos a decir, de este tamaño que organizamos aquí en la sede. Es un orgullo para la UNAM recibir a colegas, invitados, interesados de todo tipo, de todas las formaciones. Hay filósofos, lingüistas, arquitectos, hasta un físico a sus órdenes. Y en ese sentido, esto es un lugar en donde podemos hacer una reflexión sobre lo que nos hace humanos. Y eso es el patrimonio. ¿Qué es lo que queremos conservar, lo que tenemos, lo que hemos dejado, que nos hace humanos? Porque hay los restos de todas las demás especies que han circulado por el planeta. Vemos el universo desde los confines
más pequeños hasta los más grandes, y eso no es patrimonio, en todo caso es patrimonio lo que hemos aprendido de él y cómo nos ha enriquecido como especie para crecer en todas direcciones. Así que esta oportunidad de pensar en ello, de analizarlo juntos, me parece una excelente oportunidad. Bienvenidos y ojalá que todos aprendamos. Yo estoy seguro que yo voy a aprender. Así que, Sonia. Gracias, Ramon. Je vous remercie vous tous d'être ici. Je vous dirai deux mots sur un peu quelle est l'idée derrière cette journée d'études qui est aussi, enfin, qu'elle a été conçue par la maison universitaire franco-mexicaine comme une journée de travail aussi. Je commence par remercier l'UNAM pour sa collaboration à l'organisation de cette journée, tout évidemment comme l'ambassade, puisque, comme Mme Ángeles vient de le dire, il était jusqu'il y a une semaine, plus ou moins, l'attaché universitaire scientifique et technique de l'université. Donc c'est avec elle que nous avons travaillé. Et évidemment avec l'université de Paris 1, malheureusement Mme Gravas ne peut pas être de nôtre ce matin, elle sera là cet après-midi. Alors l'idée de la journée, regard croisé ou regard franco-mexicain, n'est pas seulement un label, mais il y a une idée derrière. C'est-à-dire que la maison universitaire est une structure de coopération bilatérale, française et mexicaine, dans tout ce qui est la coopération scientifique universitaire et aussi technique. Donc l'idée, je pense, est de mettre un peu à l'épreuve deux traditions, deux académies, deux façons de construire un objet. Le Mexique, comme toute l'Amérique latine, a un héritage français très fort dans ce qui est les sciences juridiques, mais aussi dans tout ce qui est les institutions que nous avons bâties. Donc, vous pouvez me dire scientifiquement jusqu'à quel point s'agit-il de deux façons vraiment de construire un objet différent par rapport à une tradition. Et c'est ça un peu ce que je voulais voir avec vous. Par exemple, là je remercie particulièrement ma collègue Colette Sipnicki d'être ici de nôtre aujourd'hui, puisque justement elle n'est pas mexicaniste. Mais c'est justement l'idée de voir comment les Français, par rapport à des études de cas, par rapport à une région très particulière, vont construire un objet qui est patrimoine. Quels sont les obstacles? C'est ça surtout, je pense, de mon point de vue, la valeur ajoutée de cette journée. La deuxième étant en grande partie de vous mettre en contact. C'est-à-dire, en tant que chercheurs, nous sommes souvent isolés. Justement, les mexicanistes, on est entre Mexicains ou entre mexicanistes. Et c'est ça, je pense, qu'il faut ouvrir cela à des Français qui s'occupent des questions du patrimoine et qui ne parlent pas l'espagnol et qui n'ont jamais mis les pieds au Mexique. Donc c'est plutôt cette idée-là, l'idée qu'il y ait des discussions entre vous et l'idée aussi de voir qu'est-ce que nous allons faire avec. C'est-à-dire, est-ce que cette journée d'études aura un futur? Beaucoup d'entre vous sont des porteurs de projets et de voir comment on pourrait mettre une collaboration franco-mexicaine, un patrimoine dans le futur. De quelle façon nous pourrions bâtir ça? Donc voilà, de mon point de vue, les objectifs de cette journée, plus que peut-être la transmission des connaissances. C'est plutôt l'idée d'une réflexion contrastée. Et avec ça, je finis cette introduction et nous passons peut-être à la première séance pour ne pas trop... Maria estava de comunicação. So desculpa. Sim, she did. She was contacting. She asked you.
donc cette première séance avec deux collègues qui travaillent ensemble, UNAM et l'Université justement de Paris 1. Donc vous allez présenter vos communications, mais si vous voulez vous interrompre, vous poser des questions, vous êtes tout à fait libre de le faire. Je commence très brièvement par présenter Madame Issa Luna Pla, puisque c'est vous la première, qui est à présent à l'Instituto de Investigaciones Jurídicas de l'UNAM, de l'Universidad Nacional Autónoma de México. Elle a fait une licence en droit et en communication, toujours à l'UNAM, un master en droit de l'homme à la London School of Economics, et elle a fait son doctorat en droit de l'information à l'Universidad Occidental de Sinaloa au Mexique. Elle a aussi fait un séjour de recherche à Oxford. Elle a plus de 70 articles publiés dans des revues spécialisées, et je mentionne là un de ses ouvrages, Movimiento Social del Derecho de Acceso a la Información en México, 2009, et je mentionne même un deuxième rapidement, Transparencia, Acceso a la Información Tributaria y el Secreto Fiscal, Desafíos en México, de 2010, en collaboration avec une collègue. Je vous laisse la parole. Bueno, yo voy a hablar en español. Mi participación está muy vinculada a la exposición del doctor Gilles, porque recientemente se discute en Europa la implementación de una nueva directiva que obliga a instituciones de biblioteca, instituciones de archivo, a generar datos abiertos. Esta nueva directiva la va a platicar con más detenimiento William. Mi caso va a ser el mexicano y cómo estamos en México en temas de datos abiertos e información patrimonial. Por donde se puede empezar es por revisar nuestra legislación más antigua en México, y esta legislación data desde el primer Código Civil de la Federación en 1928, que establece que todos los bienes muebles son de dominio público y pertenecen a la Federación y a los estados. Entre estos muebles están los archivos públicos, y esos archivos son parte del patrimonio nacional. Dice también que estos bienes tienen un carácter inalienable e imprescindible de los bienes de uso común y su aprovechamiento, y establece las penas para aquellos que afecten el aprovechamiento de estos bienes. Establece también este Código Civil desde 1928 que los bienes son destinados a un servicio público, esa es su principal finalidad, están producidos para el servicio público, y que estos bienes también le pertenecen al Estado, y es el Estado quien los administrará. Esta es la primera, aquí nos arroja el primer punto de contención, que es si realmente los datos abiertos se pueden realizar cuando tenemos una legislación que nos dice que el principal usuario del aprovechamiento de esa información es el servicio público, por lo que podemos entender que hay pues una diferencia entre lo que la sociedad podría pedir de esos datos y entre lo que los datos o los archivos ofrecen para el aprovechamiento público. En esa diferencia seguiré elaborando con un poco más de marco jurídico. Después, en el 2004, se aprobó la Ley General de Bienes Nacionales en México. Es una ley que regula a todos los niveles de gobierno y que establece como bienes muebles los documentos y expedientes de las oficinas, manuscritos, impugnables, ediciones, libros, documentos, publicaciones periódicas, mapas, planos, folletos, grabados importantes o raros, así como colecciones de estos bienes. Seguramente esta misma ley de bienes se va a citar en otras partes de este evento, dado que es la legislación que nos
cubre para todo tipo de bienes de la nación, de patrimonio nacional. En el 2011 se aprobó en México una legislación más específica sobre archivos, que establece que el Archivo General de la Nación sería la institución rectora de los archivos de la nación. Sin embargo, existen leyes estatales que establecen que existen también archivos estatales que recuperan el archivo administrativo de los gobiernos estatales y municipales y lo conservan en edificios específicos. Y aquí entramos a la discusión de cómo están los archivos en México. Esta ley es del 2011, lo que nos habla de que ha habido pues también un rezago jurídico en el marco de la protección de la existencia de este patrimonio, de estos archivos, y que ese rezago se debe a que generalmente los archivos han tenido un descuido en nuestro país muy reiterado. Esto no solo lo digo yo, lo dice también los diagnósticos del Archivo General de la Nación, que ha podido hasta muy recientemente hacer un diagnóstico nacional de la situación de los archivos y se encuentra que no tienen presupuesto en las áreas, no tienen personal especializado, muchos archivos se han perdido debido a inundaciones o incendios y que las prioridades entonces en la política nacional de conservación de archivos serán empezando por que existan los edificios, que existan los especialistas y que el Archivo General de la Nación sea el efectivo órgano rector de esta materia. Esta Ley Federal de Archivos solo pudo establecer que este Archivo General de la Nación sea parte como una institución que depende de nuestro Ministerio del Interior, que es la Secretaría de Gobernación. Y eso causó desde muchos años una discusión muy amplia entre historiadores y archivistas que discutían que los archivos no podían ser confiables si su custodia venía del Ministerio del Interior. Parte de esta discusión se originó a partir de la reserva o opacidad de los archivos de diferentes sucesos trágicos en México, como por ejemplo aquellos sucedidos en el 68, donde murieron muchos estudiantes, y diferentes momentos otros que fueron archivos secretos, en donde realmente el Archivo General de la Nación no pudo tener ni siquiera acceso a esto. Y eso originó la discusión de la necesidad de la independencia de una autoridad que pudiera garantizar el acceso libre a esa información. En el año 2000, con la primera alternancia política efectiva, democrática que tuvo México, el presidente Vicente Fox entregó al Archivo General de la Nación las cajas de documentos, 3.000 cajas de documentos, vinculadas con las masacres de los años 60, 70 y 80, algunas. Sin embargo, no entregó el índice. Así que se imaginarán que fue muy complicado acceder a esa información sin una catalogación correcta, que es la que ha estado haciendo el Archivo General de la Nación desde que recibió esos documentos. Nuestra Constitución política no establece la definición de archivos y la propiedad como documentos. Sin embargo, a partir de una reforma en el año 2007 al artículo 6 de la Constitución, estableció que los archivos estaban vinculados con los derechos humanos. Los sujetos obligados deberían preservar, es decir, todo el gobierno debería de preservar los documentos de manera actualizada, estableció la Constitución en el 2007. Y en el párrafo final también dijo que tendría que existir una entidad especializada. Esto no resolvió la discusión de si la entidad especializada podía estar fuera o dentro del mismo gobierno, con independencia de la Secretaría de Gobernación.
por lo que la discusión sigue vigente y continúa. Sin embargo, la Constitución estableció o dejó el gran problema a una ley general que aún sigue pendiente de ser adoptada y que debió de haber sido adoptada hace un par de años, según la Constitución y el plazo que se estableció. Esta nueva Ley General de Archivos no existe. Hay muchos borradores e iniciativas dentro de la Cámara de Senadores actualmente, y en muchas discusiones se ha perdido el interés de llevar esta iniciativa a una realidad, precisamente por la discusión de la autonomía del Archivo General de la Nación. En resumen, nuestra legislación en México establece que los archivos sí son un patrimonio nacional, pero con una visión patrimonialista del Estado, lo que hace que el aprovechamiento de los ciudadanos no esté tan claramente establecido dentro de la Constitución y dentro de la naturaleza de estos archivos. En segundo lugar, a diferencia de otros bienes muebles, como pueden ser zonas arqueológicas, si los archivos no están en manos de una autoridad independiente, carecen de credibilidad, por lo que la ciudadanía podría incluso no interesarse en esa información, dado que la autonomía de quien la custodia es dudosa. Y eso demerita pues, el interés de acceder a esa información de los ciudadanos y también de desconfiar de la autoridad que los resguarda. Y por último, también podemos concluir que estas leyes están muy lejos de parecerse a lo que una directiva como la europea, que regula la apertura de estos datos y además que establece obligaciones para producirlos de una manera específica como datos abiertos, sea posible en México, dado que ahora estamos más preocupados por la conservación, la autonomía y la confianza que pueda brindar esa información, y el desarrollo de profesionales archivísticos que puedan conservar y catalogar la información correcta. Estamos más preocupados porque nuestra ley establezca o institucionalice el archivo y la provisión de los archivos en todos los niveles de gobierno, y esa es una labor mucho mayor que preocupa más en este momento en México. Por otro lado, nuestra Constitución y nuestras leyes específicas sobre transparencia sí que obligan a los gobiernos con información no histórica, sino actual, administrativa, a publicar en formatos abiertos información, esto a partir de la aprobación de una ley general en el año 2015 que obliga a todas las instituciones de todos los niveles de gobierno a publicar información en una página o plataforma de internet, y establece formatos que la autoridad reguladora, que se llama Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, esa autoridad estableció los formatos que tendrían que llevar esa información. Esto ha implicado una recatalogación de toda nuestra información, que seguramente habrá llegado incluso hasta nuestra sede en la UNAM, de recatalogación de información administrativa, pero también de decisiones, que se tiene que subir en una plataforma en internet. Sin embargo, los criterios con los que ha sido desarrollado y diseñado esos formatos no necesariamente son formatos abiertos, porque la ley también establece que pueden subirse PDFs, y pues los PDFs no siempre sirven para eso, para las funciones de formatos abiertos. Asimismo, pues, el cumplimiento de esta información por la vía de la Ley Federal y General de Transparencia son específicamente en el formato en el que está disponible el documento,
y nosotros no tenemos una cultura, como decía, de archivos, tampoco de digitalización de archivos, por lo que hay un déficit muy grande de la información con la que se cuenta. Lo único que podríamos decir que se ha podido avanzar en datos abiertos en México son iniciativas muy específicas en donde los gobiernos estatales, estatales y federal han podido abrir bases de datos muy concretas, muy específicas, que permiten una búsqueda y la reutilización de la información, como la directiva europea lo plantea. Sin embargo, nosotros, aunque no tenemos una directiva como la europea, podemos advertir los mismos problemas que seguramente el profesor William Giles nos contará, que son quien va a cubrir los costos de la producción de esa información, cuando la información se produce para un servicio público y no para un ejercicio de rendición de cuentas o para un ejercicio de investigación, sino que está producida en otros formatos y de otra manera. Y esa producción, de acuerdo a la directiva, pues va a cargarse a los montos de los mismos estados europeos, lo que para nosotros puede parecer también una acción muy costosa, sin todavía saber cuáles van a ser los beneficios directos de llevar a cabo una política que va a representar personal especializado, que va a requerir presupuesto asignado, y que esto se tiene que hacer pues solo con los medios que tienen las instituciones actualmente y nada adicional. Creo que nos ha pasado como en México, que tenemos unas leyes que establecen obligaciones de transparencia de información muy progresivas, pero no establecen presupuestos para poderlas implementar. Y nosotros tenemos ya muchos años con estas leyes sin presupuestos, y podemos decirles a los europeos, no solo es muy costoso, sino que puede generar dudas sobre para qué se está generando, para qué se están gastando tanto dinero y quién va a estar usando esa información, cuál va a ser la utilidad. Finalmente, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas hacemos investigación sobre el impacto de estas normas, y lo que hemos podido advertir es que las políticas tradicionalmente de transparencia o de apertura de información van diseñadas, para poder tener un impacto, tienen que ser diseñadas específicamente a partir de la demanda de información y de los tipos de necesidades de información. Hay información que puede ser confeccionada para rendición de cuentas de la ciudadanía, o información que puede ser confeccionada para un ejercicio de investigación. Pero si no existe esa demanda, las obligaciones de producirla serían innumerables y serían incosteables. Por mi parte sería todo, y estaré muy atenta a lo que presente el profesor Giles para poder complementar si es necesario. Muchas gracias. Muchas gracias por esta intervención. Je vais prendre 2 minutes pour rappeler un peu les axes de la communication que nous venons d'écouter. Donc si je me trompe, William peut me corriger, c'est-à-dire que notre collègue a structuré son récit à partir des lois. Donc je rappelle en particulier celle de 1928, puisque c'est à partir de ce moment que le public des archives est l'État. Donc ça c'est un point, je crois, important dans sa présentation. 2011, c'est le Archivo General de la Nation qui passe, théoriquement au moins, à contrôler, ou c'est du ressort de l'Archivo General de la Nation, de contrôler ces archives. Et toujours en 2011, il passe à dépendre du ministère de l'Intérieur. Et c'est là que les problèmes vont être posés. Donc, dans sa conclusion, ce que moi j'en tire, c'est un problème d'autonomie. C'est-à-dire, si on parle de l'open data,
le nom même nous dit c'est quelque chose d'ouvert, d'accord, mais ouvert à qui? À tout le monde. Là, il y a évidemment une contradiction avec la loi de 1928 qui dit que les archives ne sont pas pour tout le monde, mais qu'ils sont à l'usage de l'État. Deuxième problème, et en particulier après les événements de mai 68, mais aussi quand même d'autres événements, il y a un manque de confiance de la part des citoyens vis-à-vis de l'information que l'État permet d'avoir. Donc, la question se pose, est-ce que même s'il y a des archives en open data, est-ce que tout est là? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de consulter ou est-ce qu'ils ne vont pas quand même numériser ou mettre un accès ouvert que des documents qui ne sont pas vraiment les vrais documents? D'autres problèmes, et avec cela je finis, j'espère ne pas trahir trop ton propos, ce sont des problèmes de conservation, c'est-à-dire le fait qu'il n'y a pas eu une politique de conservation des archives depuis l'époque coloniale. Il faut aussi penser que beaucoup sont dans les églises, dans les ordres religieux, etc. Des problèmes de conservation, de problèmes de professionnalisation des archivistes aussi. Si on compare justement avec la France, être bibliothécaire, passer les concours, archiviste, etc. Donc, au Mexique, il y a ce problème et finalement, le problème des coûts. C'est-à-dire que très souvent, il y a des lois, mais ça peut arriver aussi en France, qu'il n'y a pas justement un budget prévu pour qu'on puisse, on veut bien, mais est-ce que les moyens sont là pour nous appuyer dans nos tâches? Finalement, je crois, c'est l'idée quand même d'une culture de l'archive. C'est-à-dire que, là c'est un avis personnel, l'Europe a eu un 19e siècle, c'est-à-dire a eu un vrai positivisme, quoi qu'on soit pour ou contre, mais certainement toute la question, disons que tout le patrimoine, je pense particulièrement aux Allemands, ces dépôts de documents, c'est vraiment le 19e. Je pense que l'Amérique latine, on a eu quelques cas, je pense à José Toribio Medina au Chili, etc. Mais on ne peut pas parler de cette culture de l'archive que les Européens ont. J'espère, comme je dis, ne pas avoir trop trahi, mais essayer de faire un peu un résumé. Alors je passe à notre collègue William Gills, qui est à présent directeur du master droit du numérique à l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, directeur de la chaire des Amériques, même université, membre du conseil de l'école de droit de la Sorbonne et du conseil académique de Paris 1. Il est spécialiste du droit du numérique, du droit de l'open data et de l'open government. Directeur de la Revue internationale des droits des données et du numérique et de la Revue internationale des gouvernements ouverts. Il est aussi président de l'IMODEO, Réseau international des chercheurs sur l'analyse des politiques publiques dans la société du numérique. Je vous passe donc la parole. Vous allez vous parler en français? Oui, je vais parler en français, despacios. Disculpa, no puedo hablar en español, es más complicado. Je vais parler en français, mais avant de faire mon intervention, je vais faire une petite explication de texte en vous demandant de ne pas le décompter dans mon temps de parole. Non. Une petite explication pour que vous compreniez pourquoi nos interventions seront vraiment complémentaires et pourquoi nous n'aurons pas la même approche. Parce que la façon dont on conçoit l'open data en France, en Europe, d'une part, et au Mexique, d'autre part, est différente, pour des raisons historiques. D'après l'expérience que j'ai avec Issa Luna, au Mexique, c'est plus un objectif de transparence à la base. La donnée, l'ouverture de la donnée est là pour favoriser la transparence et dans un objectif de démocratie. Donc, si on revient au sujet qui est la valorisation du patrimoine immatériel par l'open data, c'est-à-dire que la valorisation
du patrimoine immatériel, elle se fait dans un objectif de démocratie, objectif de transparence. On valorise le patrimoine immatériel, on va valoriser ce qui existe pour renforcer la transparence. En Europe, l'approche est différente. Pourquoi? Parce que le droit de l'open data, je reviendrai sur la notion dans quelques instants, mais le droit de l'open data est, si on entend droit de réutilisation des informations publiques, est avant tout une compétence de l'Union européenne, en tout cas qui est exercée au niveau de l'Union européenne. Et vous savez que l'un des objectifs de l'Union européenne, c'est de favoriser le marché commun. C'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus de frontières entre les pays. Faire en sorte que tout le monde applique les mêmes règles pour favoriser la circulation des biens, et aussi la circulation des informations. Donc la logique de l'Union européenne, à la base, dans l'open data, est une logique économique. Donc ce n'est pas la même logique. On est dans une logique économique, et donc la valorisation, là cette fois-ci une valorisation qui est plutôt au service de l'économie. C'est pour ça qu'on va avoir des approches qui seront différentes. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'utilise pas l'open data pour renforcer la transparence. Bien sûr. Et notamment en France, on le fait. Mais ça, ce sont les législations nationales. Mais à la base, on a un texte européen qui s'applique à l'ensemble des États. Et parce que l'Union européenne doit respecter ses compétences, elle a eu cette volonté de se servir de l'open data pour supprimer les barrières entre les États et favoriser la circulation de l'information au sein de l'Union européenne, et donc y compris en ce qui concerne le patrimoine immatériel. Maintenant, je vais commencer mon intervention. Mais je pense que c'était important que vous compreniez la différence de logique pour que vous puissiez mieux saisir le sens de nos interventions respectives. Alors, mon intervention porte sur donc les droits français et européens de l'open data et la valorisation du patrimoine immatériel. L'une des premières difficultés de ce sujet, pour moi, a été de définir la notion de patrimoine immatériel, et en particulier au regard du contexte de l'open data. Et je précise, ce n'est pas simplement une question théorique. Pour un juriste, c'est une question essentielle parce qu'elle conditionne l'application de la règle de droit, savoir sur quoi ça va s'appliquer. Il est nécessaire de savoir ce qu'on entend par patrimoine immatériel pour maîtriser les règles de droit qui sont mises en œuvre. J'ai fait quelques recherches quand on m'a demandé d'intervenir, et quand j'ai fait ces recherches, je me suis aperçu que la notion de patrimoine immatériel est souvent assimilée à la notion de patrimoine immatériel culturel. L'une des premières choses que vous faites quand vous faites des recherches sur Internet ou dans les moteurs de recherche de bibliothèque, quand vous tapez patrimoine immatériel, on vous sort patrimoine immatériel culturel. Et en même temps, c'est vrai que c'est ce qui peut nous venir à l'esprit le plus facilement. Et même l'Institut national du patrimoine, en France, sort un ouvrage sur la protection du patrimoine immatériel, et à l'intérieur, ne traite que du patrimoine immatériel culturel. Donc, la question, l'analogie entre patrimoine immatériel et patrimoine immatériel culturel, pour un juriste, est très pratique. Pourquoi très pratique? Parce que le juriste a besoin de définition. Et définition établie. Et en ce qui concerne le patrimoine immatériel culturel, on a une définition qui est donnée à l'article 2 de la Convention de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Cependant, c'est pratique, mais je me suis quand même demandé si la concordance entre ces deux notions était pertinente. Ce n'est pas parce que c'est pratique que c'est pertinent. En réalité, vous allez voir que cette concordance est trop restrictive.
Alors, et pourtant, l'UNESCO a souligné que la notion de patrimoine culturel, immatériel a évolué, qu'elle a un concept beaucoup plus large aujourd'hui, qu'elle inclut les traditions, etc. Mais malgré cette définition large, on s'aperçoit que le juriste est mal à l'aise. En tout cas, je suis mal à l'aise pour traiter de la valorisation du patrimoine culturel immatériel simplement au regard de ces éléments. Et je pense que vous avez dû sentir que le professeur Luna Pla, pareil, se sentait un peu à l'étroit et très rapidement, elle a débordé sur le patrimoine immatériel actuel. Parce que, effectivement, on va le voir, le patrimoine immatériel, ce n'est pas uniquement les archives. Le patrimoine immatériel, c'est également ce qu'on a aujourd'hui. Donc, si il n'est pas possible de trouver dans la convention de l'UNESCO quelque chose, une définition satisfaisante, parce qu'on s'aperçoit que le patrimoine culturel est trop réducteur, je me suis intéressé à trouver une définition au niveau national, et notamment au niveau de l'Agence du patrimoine immatériel de l'État, qui s'appelle APIE, qui est une agence qui est chargée de valoriser le patrimoine immatériel de l'État français. Et l'Agence du patrimoine immatériel de l'État nous dit que le patrimoine immatériel, quand on parle du patrimoine immatériel, cela comprend d'une part le capital humain. Alors le capital humain, c'est l'expérience d'une personne, ses compétences ou sa motivation. Je rappelle que l'Agence du patrimoine immatériel de l'État, c'est une agence officielle, hein. Donc c'est sur ces actions qu'elle travaille. Donc ça peut vous paraître un petit peu comme ça, capital humain. Non, elle travaille vraiment à valoriser ce capital humain. Donc le patrimoine immatériel, c'est la valorisation du capital humain, c'est la valorisation du capital relationnel. Valorisation du capital relationnel, c'est la réputation des personnes, les partenariats qui peuvent exister, la qualité des relations entre les personnes et donc le réseau entre les personnes, les réseaux qui vont être développés. Et enfin, c'est le capital structurel, c'est-à-dire le savoir-faire, les brevets, les marques, les données, on y reviendra dans quelques instants, les logiciels, etc. Donc c'est une définition assez générale. Mais donc c'est une définition générale qui recouvre le patrimoine immatériel État, secteur public. C'est la définition qu'on doit avoir du patrimoine immatériel pour l'agence du patrimoine immatériel de l'État. Ceci étant, l'agence du patrimoine immatériel de l'État nous dit que pour ce qui concerne l'État et les personnes publiques, on a des actifs supplémentaires dans ce patrimoine immatériel. Le patrimoine immatériel comprend également pour l'État des actifs spécifiques, des actifs qui sont propres à l'État et qui sont liés au pouvoir régalien. Un exemple, les produits d'exploitation des réseaux hertziens. Quand on téléphone, quand on passe un appel, on utilise des ondes. Ces ondes appartiennent à l'État. Et ces ondes, c'est aussi du patrimoine immatériel. C'est aussi quelque chose à valoriser. D'autre part, l'agence du patrimoine immatériel de l'État ajoute que ce patrimoine comprend également le capital naturel, donc il faut penser bien sûr à l'environnement, parce que l'environnement et la qualité, c'est pas l'arbre, c'est la qualité de l'eau, la qualité de. Donc c'est pas l'eau en tant que telle, mais c'est le fait d'avoir de la qualité qui est aussi du patrimoine immatériel. Et enfin, le patrimoine culturel. Alors ça, c'était la première définition, c'était d'essayer de voir sur quel sujet j'allais aborder. La deuxième difficulté, pour le juriste, c'était de dire que j'allais traiter du droit de l'open data. Et alors c'est paradoxal, parce que c'est moi qui ai proposé le titre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le droit de l'open data n'existe pas. Parce que c'est un raccourci, en réalité. L'open data n'a aucune consistance juridique. Si vous regardez au niveau de l'Union européenne, c'est le droit de la réutilisation de l'information du secteur public. Open data, ça veut dire tout et n'importe quoi. Open data, c'est
le droit de communication, le droit d'accès à l'information, le droit de publication, le droit de réutilisation, etc. Donc quand on parle de valorisation du patrimoine immatériel, c'est à la fois le droit d'accès, le pouvoir accéder pour en bénéficier, mais c'est également le fait de pouvoir réutiliser cette information dans un objectif démocratique ou dans un objectif économique. Une dernière difficulté a été, avec le syllogisme, une dernière difficulté a été de concilier les notions d'open data et de valorisation du patrimoine immatériel pour traiter vraiment le sujet. C'était, je me disais, bon, au début, quand on m'a demandé, je me suis dit, et je pense que Saluna a eu les mêmes difficultés, on s'est dit, de quoi on sait qu'il y a des règles. Mais après, il faut construire cette intervention. Et finalement, je vous remercie de nous avoir conviés à ce colloque, parce que ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et peut-être qu'un certain nombre de notions, je ne les aborderai pas de la même manière. Et donc, finalement, il y a une conciliation entre l'open data et la valorisation du patrimoine immatériel. Toute la question est de savoir, est-ce que tout le patrimoine immatériel peut être valorisé par l'open data ou pas? Parce que vous avez vu, je vous ai parlé d'un champ assez large. Quand on parle de ce, je dirais les Anglais match, de cette concordance entre valorisation du patrimoine immatériel et open data, quand on cherche cette coïncidence, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est bien sûr de dire qu'on va valoriser le patrimoine immatériel par l'open data en ce qui concerne les ressources culturelles, avec la culture. Et on se dit que les autres dimensions de l'open data, les autres dimensions du patrimoine immatériel ne peuvent pas faire l'objet de valorisation. Valoriser le capital humain, valoriser, ça paraît un peu abstrait. Mais en fait, c'est moins vrai aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans la société de la donnée. On est à l'ère des données, à l'ère du numérique, à l'ère des données. Et tout ce qu'on fait peut être transformé en données. Ma présence ici, c'est dans un programme, c'est une donnée. Quand vous faites un déplacement, c'est une donnée. Et donc, quand vous conciliez tout ça, ça fait aussi du patrimoine immatériel. Donc, on a d'un côté le patrimoine immatériel en soi qui est valorisé, et d'un autre côté, ce qui a priori ne serait pas valorisé par l'open data parce que ça ne concerne pas l'ouverture, comme aujourd'hui ça peut être transformé en données, ça peut aussi être valorisé par ce biais, avec toutes les conséquences que cela peut avoir. Par exemple, quand on parle de la nature, quand on collecte toutes les informations sur la qualité de l'eau et sur la qualité de l'air, c'est des données qui sont importantes et qui nous permettent de valoriser ce patrimoine immatériel. Aujourd'hui, dans cet enjeu de réchauffement climatique, il est important de savoir comment évolue cette nature et comment on préserve notre nature. Donc voilà, je vous ai pris ces exemples pour vous montrer qu'en réalité, le sujet est beaucoup plus vaste qu'on peut y penser et que tout peut faire l'objet d'une valorisation. Alors maintenant que je vous ai présenté ces enjeux, la question est de savoir quel est le droit qui s'applique en matière de valorisation du patrimoine immatériel par l'open data. Alors, la première idée, une fois n'est pas coutume, j'ai fait un plan en 3 parties pour un juriste français, mais j'ai fait un plan en 3 parties. Je suis au Mexique ici, donc j'ai le droit de le faire. Donc, la première idée, c'est que on a le législateur a progressivement étendu le champ du patrimoine immatériel qui peut être valorisé par l'open data. La notion de patrimoine immatériel pouvant faire l'objet de réutilisation est de plus en plus importante. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous parler déjà du droit, de l'extension qui est issue du droit de l'Union européenne, et ensuite je vais vous parler de l'extension qui est issue du droit français, stricto sensu. Alors, dans l'extension qui est issue du droit de l'Union européenne, ce qu'il faut savoir, c'est que donc on a des directives
qui ont été adoptées en matière de réutilisation de l'information du secteur public, donc pour favoriser cette open data. Et cette directive date de 2003 et de 2013. La directive de 2013 a étendu le champ d'application du droit de réutilisation pour prévoir que désormais les États de l'Union européenne doivent favoriser la réutilisation des informations des bibliothèques, des musées et des archives. Auparavant, les informations des bibliothèques, des musées et des archives n'entraient pas dans le champ d'application de la réutilisation. Maintenant, on prévoit cette nécessité de prévoir cette réutilisation. Avec quand même un certain nombre de limites, c'est que dès lors qu'il y a des informations qui concernent les données personnelles, ça ne peut pas faire l'objet d'une réutilisation. Il faut que ça soit anonymisé. Et dès lors qu'il existe des droits de propriété intellectuelle, ça ne peut pas faire l'objet d'une réutilisation. Il faut que l'ensemble des ouvrages soient libérés des droits de propriété intellectuelle. Ce qui veut dire que si par exemple on veut rendre accessible un ouvrage, il faut que la bibliothèque ait acheté les droits ou qu'il n'y ait plus de droits sur les livres anciens. Et là, ça pourra faire l'objet d'une réutilisation. Est-ce que jusque-là, ça va ou pas? Donc, une extension assez importante est intervenue en 2013. Une extension encore plus importante est intervenue récemment en France parce que en matière d'open data et de réutilisation, on peut considérer que le cadre juridique français est l'un des cadres les plus performants. C'est pas pour dire que en général, je suis assez critique sur ce que fait le législateur français, mais là, en l'occurrence, il se trouve qu'on a adopté l'une des législations les plus performantes et qui va au-delà des exigences de l'Union européenne, même s'il peut y avoir d'autres limites, j'en parlerai tout à l'heure. Mais ceci étant, le cadre existe. Donc vous avez compris, je fais la distinction entre le cadre et la mise en œuvre. C'est différent. Alors pourquoi parce que, en ce qui concerne le champ d'application, le droit français applique la directive de l'Union européenne, c'est-à-dire bien sûr les budgets, etc., mais prévoit aussi en plus, désormais, que les documents produits par les établissements et institutions d'enseignement et de recherche font l'objet de réutilisation. Tous les documents produits par les institutions de recherche font l'objet de réutilisation. Sauf que, je vous ai dit, limitation quand ça concerne des données personnelles et limitation quand vous avez des droits de propriété intellectuelle. Donc oubliez tous les rapports des chercheurs parce qu'il y a des droits de propriété intellectuelle dessus. C'est quand même une limite importante. Mais ceci étant, à chaque fois, on avance, on progresse. Et c'est également le cas, le droit français considère que les documents des établissements, organismes ou services culturels font l'objet d'un droit de réutilisation. Donc vous voyez qu'on a un droit de réutilisation qui est beaucoup plus vaste en France, et ceci date de la loi pour une république, ceci date de la loi du 28 décembre 2015, qui est une loi qui a transposé la directive de 2013, mais en allant bien au-delà de ce que prévoyait le droit de l'Union européenne. Alors, quelle est la conséquence d'avoir intégré l'ensemble de ces établissements culturels, universités, dans le régime du droit commun? La conséquence est assez importante. Pourquoi? Parce que la France a adopté une loi qu'on appelle la loi pour la République numérique en octobre 2016, qui prévoit de nouvelles obligations pour toutes les personnes qui sont soumises au droit de réutilisation. Toutes les personnes qui doivent favoriser l'open data, pour raccourcir, vont être soumises à ces obligations que je vais vous mentionner. Donc, y compris les services culturels, y compris les établissements de recherche, etc. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Et ces obligations sont de publier en ligne tous les documents dès lors qu'ils ont un format électronique. Donc, dès lors qu'ils ont un format électronique et qu'ils ne sont pas concernés par les données personnelles ou par des droits d'auteur, on doit tout mettre en ligne. Donc, vous voyez qu'il faudra quand même voir la mise en ligne, la mise en pratique de ce droit, parce que je ne suis pas persuadé, par exemple, pour prendre nos universités, je ne suis pas persuadé que toutes nos universités aient réussi à développer ceci.
mais c'est une mise en ligne de toutes les bases de données. Et les bases de données constituent aujourd'hui un patrimoine immatériel assez important. Donc, cette extension est assez importante, et j'ajouterai une autre extension du droit français, c'est qu'on a créé une nouvelle catégorie de données qui s'appelle les données de référence. Alors, les données de référence, ce sont des données essentielles. Ce sont des données tellement essentielles qu'on a créé ce qu'on appelle un service public de la donnée. L'État veut concentrer son effort sur certaines données parce qu'il considère que c'est essentiel au bon fonctionnement de la France dans une société numérique. Et parmi ces données de référence qui doivent faire l'objet obligatoirement d'une publication, figurent les données qui sont utilisées fréquemment par les collectivités, mais également le plan cadastral, donc tout le cadastre doit être mis en ligne, qu'on appelle également la base adresse nationale. Toutes les adresses françaises sont mises en ligne. Donc vous allez sur le site internet data.gouv.fr et vous avez toutes les adresses en ligne, mais sans les noms. Mais ceci étant, c'est très utile pour les personnes qui veulent faire des cartes, pour les personnes qui veulent valoriser la géographie, vous avez tout en ligne. Donc, mise en open data également de tout, alors qu'ils appellent le registre parcellaire graphique. Donc, ça doit être toutes les parcelles qui doivent exister, toute la représentation de la France sous forme de parcelles. Donc, tout est en ligne. Autrement dit, toutes les données, en tout cas beaucoup de données qui relevaient de l'Institut national, de l'Institut de géographie nationale, donc de l'IGN, et qui autrefois étaient payantes. Autrefois étaient payantes et très chères. Et donc le choix a été de dire que on supprime, ou en tout cas on diminue le coût, on baisse le coût quand c'est possible, parce qu'on considère que la valorisation passe par la circulation de l'information plutôt que par Internet. J'y reviendrai dans quelques instants. Alors, deuxième idée, en ce qui concerne le droit, c'est que la valorisation du patrimoine immatériel par le droit de l'open data peut se faire à travers la tarification. En tous les cas, se pose la question de savoir est-ce qu'on doit payer pour acheter ces données qui constituent du patrimoine immatériel, ou est-ce qu'on peut y accéder gratuitement? Et vous l'avez compris, je vais revenir rapidement dessus parce qu'on a déjà commencé à aborder la question, et c'est très intéressant parce que en fait, on s'aperçoit que finalement, d'une certaine manière, on a la même approche qui est celle d'aller vers le principe de gratuité, mais pas forcément pour les mêmes raisons. Vous avez deux manières de valoriser le patrimoine immatériel. Historiquement, la valorisation du patrimoine immatériel se passe par la mise en place d'un tarif. On valorise le patrimoine immatériel en permettant à l'État ou aux collectivités territoriales d'obtenir des ressources en contrepartie des données qu'il va vendre. Et donc les données sont du véritable patrimoine immatériel, c'est ça rapporte de l'argent. La valorisation est donc ici la contrepartie d'un investissement des collectivités territoriales, si on est dans cette approche. Et donc la tarification est considérée comme la contrepartie de l'investissement. Une deuxième approche, c'est de dire qu'on va valoriser le patrimoine en le rendant gratuit. Et c'est surprenant parce que si on est dans une logique économiste, normalement on dit mais comment on valorise en étant gratuit? Tiens, les économistes non, mais en tout cas les non-économistes, pour eux ça les surprend à la base de dire qu'on peut valoriser à travers la gratuité. Et ça c'est vrai que la société de la donnée a permis de penser les manières de valorisation. Le fait de diffuser un grand nombre est aussi un moyen de valorisation. Et donc, la gratuité, son objectif est de valoriser en permettant l'accès au plus grand nombre. Donc, non pas en procurant des ressources,
mais la valorisation n'est pas monétaire, mais la valorisation passe par la diffusion au plus grand nombre. Et donc, dans ce cas, le financement de l'ouverture du patrimoine immatériel ne repose plus sur leur utilisateur qui paye un tarif, ça ne repose plus sur une redevance, mais le financement du patrimoine immatériel repose sur le budget de l'État, sur le budget de la collectivité territoriale, ce qui pose des questions essentielles qui ont été soulignées par le professeur Issa Lunapla, puisqu'elle a expliqué que souvent on a des problèmes de budget. C'est bien de prévoir des lois, mais c'est bien de prévoir l'accompagnement financier qui va avec, parce que sinon la loi est très difficilement mise en œuvre. Alors qu'en est-il, une fois que j'ai exposé ce principe sur la valorisation par le tarif, qu'en est-il du droit européen et du droit français? Au niveau du droit européen, le principe est le suivant, c'est que, et vous allez voir que le droit français est en avance encore par rapport à la gratuité. Le principe, c'est que les États ont le droit de prévoir une redevance en contrepartie de la mise à disposition des données du patrimoine immatériel, mais le montant de cette redevance doit être limité à ce qu'on appelle les coûts marginaux de reproduction, de mise à disposition et de diffusion. Autrement dit, vous ne pouvez pas faire payer plus cher que ce que ça vous a coûté pour le mettre à disposition du public. Comme on est dans une société numérique, maintenant le coût marginal il est souvent de zéro. Parce que les données ont été collectées sur des ordinateurs et il suffit d'appuyer sur un bouton et c'est mis en ligne. Donc on va de toute façon aussi par ce biais vers la gratuité. Mais à côté de ce principe général, le droit de l'Union européenne prévoit un droit spécifique en ce qui concerne certaines parties du patrimoine immatériel. Et notamment en ce qui concerne les données des bibliothèques, des musées et des archives. Comme je vous l'ai dit précédemment, les données des bibliothèques, des musées et des archives sont entrées récemment dans le champ d'application. Donc, comme elles sont entrées récemment, il a fallu prévoir un cadre qui puisse être accepté par l'ensemble des 28 pays. Et tout le monde n'était pas favorable à l'idée de perdre des ressources financières ou de mettre à disposition. Donc, il a été décidé de prévoir un cadre plus favorable en termes financiers pour les bibliothèques, les musées. Et le droit de l'Union européenne prévoit que les musées, les bibliothèques et les archives peuvent mettre en place un tarif qui couvre le coût de mise à disposition, mais également un retour sur investissement. Donc j'ai le droit de valoriser mon patrimoine parce que j'ai le droit de faire payer un retour sur investissement raisonnable. Le droit est en outre, en ce qui concerne plus spécifiquement pas les ressources culturelles, mais en ce qui concerne plus spécifiquement les données des bibliothèques, etc. Le droit de l'Union européenne prévoit qu'on peut intégrer dans ce coût, dans le montant de la redevance, le coût de la conservation, qui a été évoqué par le professeur Issa Lunapla, qui était de dire que l'un des problèmes, c'était la conservation. Dans le droit de l'Union européenne, si vous considérez que conserver un livre historique, ça coûte cher et donc vous souhaitez le mettre à disposition, vous avez le droit de dire je le mets à disposition, mais moi ça m'a coûté cher pendant plusieurs années de le conserver. Donc j'intègre dans le montant le coût annuel que pourrait représenter cette conservation. Donc un régime beaucoup plus favorable. Qu'en est-il du droit français? Le droit français est celui d'affirmer le principe de la gratuité. Donc là où l'Union européenne prévoyait par principe un coût de mise à disposition, une redevance possible, mais limitée au montant de la mise à disposition, le droit français prévoit la gratuité. Donc plus de redevance, en principe. Mais
Comme l'Union européenne, le droit français prévoit une spécificité pour les bibliothèques, les archives et les musées, qui est celui de prévoir une redevance, mais elle prévoit une redevance dont le montant maximum ne peut pas dépasser le coût de mise à disposition. Donc vous n'avez plus de retour sur investissement. La France a supprimé le retour sur investissement. Donc, c'est-à-dire là où l'Union européenne est beaucoup plus souple, le droit français, à chaque fois, a franchi un degré supplémentaire pour aller vers le principe de gratuité. Donc on est vraiment dans une valorisation à travers la gratuité. Alors, juste pour préciser que si des redevances sont mises en œuvre, elles doivent être prévues par décret. Même si c'est le coût marginal, elles doivent être prévues par décret. Donc, ce qui veut dire, ça limite les possibilités de redevance, parce que ça veut dire que le musée qui veut créer sa redevance doit demander au ministre que ça rentre dans le décret, et donc il faut l'assentiment du gouvernement pour aller vers ça. Et donc, ceci étant, alors, le décret est sorti, c'est un décret du 29 novembre 2016, et donc on a un certain nombre de données qui peuvent faire l'objet d'une tarification. Ce sont les informations géographiques, les informations de météo et des informations liées à la nature. Alors, dernière idée, c'est celui de dire que la valorisation du patrimoine immatériel passe également par la régulation de ce qu'on appelle les droits d'exclusivité. Alors, qu'est-ce que c'est un droit d'exclusivité? C'est la possibilité de permettre à certaines personnes d'être les seuls réutilisateurs de l'information. On comprend que si on donne ces droits, comment on va valoriser l'information? Si je suis le seul à pouvoir réutiliser l'information, je ne peux pas la valoriser auprès de tout le monde. Donc le principe a été de dire qu'on interdit les droits d'exclusivité. C'est la règle de base qui existe, interdiction des droits exclusifs. Mais vous l'avez compris, quand on a des principes, on a des dérogations, et les dérogations, en fait, existent et sont relativement souples, et encore plus souples pour le droit de l'Union européenne que pour le droit français. Alors, d'une part, c'est passé, je vais aller directement à la deuxième exception. Alors, la dérogation porte en particulier sur la numérisation des ressources culturelles. En ce qui concerne les ressources culturelles, on prévoit la possibilité d'avoir des droits d'exclusivité. Autrement dit, c'est la possibilité d'attribuer le droit à Google, par exemple, de réutiliser, d'être le seul à pouvoir réutiliser un livre qu'il a numérisé. Parce que Google, en ce moment, va dans les bibliothèques, les grandes bibliothèques, en France, en Italie, en Australie, et numérise des ouvrages. Et on lui attribue des droits d'exclusivité, conformément à ce que permet le droit de l'Union européenne. Et donc, ça veut dire que Google est le seul à pouvoir réutiliser pendant une certaine période ces ouvrages. Alors, on va dire, mais c'est un scandale. Mais non. Et non. Pourquoi? Parce que la numérisation des ressources culturelles coûte cher. Et pourtant, qui sait que je ne suis pas forcément la personne qui va défendre le plus les géants de l'Internet. Je suis plutôt, en général, à dire que les géants de l'Internet ne contribuent pas suffisamment à la société. Mais là, en l'occurrence, force est de constater que la numérisation des ressources culturelles coûte cher. Les États n'ont pas la possibilité de le faire. Les bibliothèques non plus, ils n'ont pas l'argent. Un ouvrage, ça coûte, j'ai les chiffres, mais entre la numérisation, je crois que c'est entre 90 et 100 euros. Rien qu'un ouvrage. Donc quand vous avez des millions d'ouvrages à numériser, c'est un coût essentiel. Donc la question qui se posait à l'Union européenne, c'était de dire, est-ce que j'interdis les droits d'exclusivité, ou est-ce que je permets d'avoir ces droits d'exclusivité pour encourager la numérisation, sachant que Google sera le seul à pouvoir réutiliser pendant un certain temps, mais la bibliothèque qui a accepté de faire numériser son ouvrage a le droit
aussi de réutiliser. Donc c'est Google plus la bibliothèque qui est acceptée. C'est ce qui est limite. Alors, le droit de l'Union européenne prévoit que, en matière de numérisation des ressources culturelles, j'aime bien la formulation, la période d'exclusivité ne dépasse pas, en général, 10 ans. En général. En général 10 ans, ça veut dire que ça peut dépasser 10 ans. Surtout que la phrase d'après, on vous dit, lorsque la durée est supérieure à 10 ans, elle fait l'objet d'un réexamen au cours de la 11e année, et ensuite tous les 7 ans. Et ensuite tous les 7 ans. Donc 15, 18. Le droit français a encadré ces droits d'exclusivité beaucoup plus strictement. Puisque pour les ressources culturelles, il vous dit que la période d'exclusivité peut, par dérogation, être supérieure à 10 ans. Donc on peut avoir une période d'exclusivité supérieure à 10 ans, par dérogation. Donc c'est pas en général, là c'est vraiment une dérogation. Mais sans dépasser 15 ans. Donc 15 ans maximum, ce qui ne prévoit pas le droit de l'Union européenne. Donc le droit français est vraiment dans cette logique de valorisation du patrimoine immatériel en le mettant à la disposition de tous et favoriser la réutilisation par tous le plus rapidement possible. Donc on supprime les barrières tarifaires et on supprime les droits d'exclusivité où on les limite juste pour ce qui est nécessaire pour que ça soit suffisamment attractif pour que les géants de l'Internet numérisent les ouvrages, mais dès qu'ils ont amorti, dans ce cas, ça doit pouvoir faire l'objet d'une réutilisation. Donc vous voyez que, en conclusion, que les modalités et les voies de valorisation du patrimoine immatériel par l'open data sont assez nombreuses. Je ne les ai pas tous mentionnés, je vous ai centré sur l'essentiel. J'aurais également pu vous parler des licences de réutilisation. J'aurais également pu vous parler, et le professeur Etienne me place, que c'est un sujet qui me tient à cœur, de la nécessité de comment on peut faire contribuer les géants de l'Internet à cette valorisation du patrimoine immatériel. S'il y a des questions, je pourrais répondre à ces questions. Mais j'ai souhaité, dans le cadre de cette présentation, vous faire un panorama général et vous montrer que le droit français est en avance par rapport au droit de l'Union européenne, mais aussi par rapport à d'autres législations. Mais, comme je l'ai dit en introduction, ça s'explique aussi parce que la raison d'être de l'open data est différente entre nos deux continents. Merci. Merci. Pour cette présentation. Je trouve que là, vraiment, justement, de façon très claire, on voit le problème de la transparence, enfin, de la méfiance, etc., comme étant un peu central, tandis que là, on a vu d'autres problématiques. Pour à la salle, des questions? Oui, Patrice Mellet. Bonjour. En français ou en espagnol? Vous comprenez le français? Je peux parler espagnol. Puedo hablar espagnol. Ça dépend pour quelle question. Alors, c'est une question entre tous les deux, donc j'essaierai de faire moi-même la traduction sans être trop long. La idea de miradas cruzadas con México, y una cosa que me interesa mucho es el momento en lo cual o sea, lo que nos aporta México no es solamente deplorar que como que falte algo en México como a los archivos de la cultura del 19, etc. Y aquí, en la experiencia sobre transparencia, yo veo que la transparencia en México es una cosa muy diferente de lo que son las CADA en Francia. Tengo alumnos en México que trabajan pidiendo documentos con transparencia y que los obtienen, sin ninguna duda que los obtienen. En Francia es mucho más difícil. Je disais que dans l'idée de regard croisé avec le Mexique, il me semble intéressant aussi de pointer des éléments dans lesquels, d'une certaine façon, il y a des choses qui n'existent peut-être pas en France ou pas de la même façon. Et ce que vous avez dit sur l'idée de la démocratisation liée à l'open data me semble assez important. Et on pourrait dire la même chose sur la transparence. J'ai l'occasion d'avoir des étudiants au Mexique qui travaillent pour obtenir des données administratives aujourd'hui en demandant des documents par transparence. En France, des documents compliqués à obtenir, hein. C'est des questions de controverse environnementale, etc. En France, passer par des CADA pour obtenir ces documents me semble beaucoup plus difficile. Je suis d'accord avec vous.
Mais comme on m'a demandé de parler du patrimoine immatériel... Non, c'était pas une critique, c'était pas une critique. Non, c'était plutôt une réflexion. Voilà, c'était plutôt une réflexion sur la comparaison. C'est pas une critique du tout, hein, sur la comparaison franco-mexicaine, dans lequel... Et je disais aussi que ce que vous avez dit sur, entre parenthèses, sur l'open data au Mexique qui vise la démocratisation et en France, enfin plutôt par l'Union européenne, il est plutôt du côté du marché, c'est assez fort aussi dans la contrastation des deux contextes quand même. Et en France, il y a des gens qui demandent, il y a des militants de l'open data pour la question démocratique. Et je terminerai là-dessus, les pages de transparence des universités mexicaines offrent des informations de la UNAM, du Colegio, offrent des informations sans commune mesure sur le fonctionnement de l'université par rapport à nos universités. Les primes des différents niveaux, etc., etc. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est de voir à quel moment, où est l'ouverture et où est la fermeture, et pour dire aussi, y quería decir también que hay un debate muy grande en Francia sobre los documentos que son clasificados secretos y sobre las formas en las cuales el Estado comunica los documentos clasificados secretos en el nivel de la defensa, pero también a nivel de temas que pueden parecer mucho más leve, pero que usted conoce muy bien, por ejemplo, de la industria nuclear. Es muy difícil tener en Francia, por planes de secretos, información sobre la industria nuclear. Entonces, a lo mejor las cosas no es solamente que en México no hay confianza en el Estado o en la Secretaría de Gobernación y que en Francia hay más confianza y transparencia. Je disais donc aussi qu'en France, il est très difficile d'obtenir certaines fois les informations, puisque dans son intervention, elle insistait sur le fait que le ministère de l'Intérieur ne communiquait peut-être pas ou était secret, enfin, pouvait garder un certain nombre de débats ou d'archives. Vous savez aussi je vais dire aussi qu'il y a en France un grand débat sur ce qui est communiqué, sur le secret, sur ce qui est déclassifié, sur les difficultés d'accéder au secret défense, mais même à des informations sur le nucléaire, sur la question des risques. Donc c'est pour dire que le curseur n'est peut-être pas toujours où on l'attend entre le Mexique et la France sur certains éléments. Je voulais juste compléter, juste par rapport à ça, et ça va même plus loin. Les échanges que j'ai eus avec certaines administrations me montrent que le droit de publication qu'on a prévu est en train de se retourner contre l'objectif qui était de diffuser la circulation de l'information, parce qu'on m'expliquait que certaines administrations, désormais, comme elles savent que l'information va être publiée en ligne, évitent de produire le document. Du coup, c'est même pas le secret défense, même le document ordinaire, on évite de le produire pour ne pas avoir à publier. Sí, también una diferencia crucial que apuntas, Patricia, es que Latinoamérica en general ha adoptado una visión de derechos humanos para este tema. Y eso nos ha permitido que puedas pedir cualquier base de datos en datos abiertos por una solicitud de acceso a la información y establece plazos y la obligación del Estado de contestar, dado que es un derecho humano. En Europa, la Unión Europea no ha querido reconocer que el derecho de acceso a la información como derecho humano establece una obligación de los Estados a contestar. Así que, y la directiva, esta directiva es muy cuidadosa, muy específica en decir, no tiene obligación de entregar la información en datos abiertos. Lo hace porque están en contra de esta postura más americana que dice que esa tendría que ser una obligación del Estado y con todo lo que eso institucionalmente implica. Entonces sí, la diferencia es muy distinta y quizás, como bien dices, el Open Data en México es un adorno, pero porque ya tenemos esa información, si la puedes pedir por un mecanismo más efectivo que es el acceso a la información. Juste pour faire comprendre à l'ensemble de l'Assemblée aussi la différence entre le droit mexicain et le droit européen. C'est pourquoi je suis entièrement d'accord avec vous, l'accès est beaucoup plus important au Mexique. En tous les cas, tous les sites internet mexicains contiennent obligatoirement des références à cet accès à l'information. Pas le cas en France. Et pourquoi on a cette différence? Je vous ai dit en début d'intervention que le droit européen est un droit de la réutilisation de l'information. Le droit d'accès à l'information est un droit national. Et ça, vous pouvez prendre
tu as plein de rapports de l'Union européenne qui le rappellent, c'est même dans la directive. Ce qui veut dire que les États restent libres de décider ce qu'ils mettent à disposition et ce qu'ils ne mettent pas à disposition. Le droit européen vous dit simplement qu'une fois que c'est mis à disposition, ça doit faire l'objet d'une réutilisation. Alors maintenant que l'Union européenne est en train de pousser, c'est un peu plus complexe, mais on voit bien qu'il y a un certain malaise entre, d'une part, l'Union européenne qui dit qu'il faut favoriser la circulation de l'information, mais qui est obligée de reconnaître que le droit d'accès à l'information n'est pas un droit qui relève du marché commun, et donc ce n'est pas un droit sur lequel elle peut s'exercer. Quand je vais à l'étranger, au Mexique, aux États-Unis, quand je leur parle de ce droit de réutilisation, ils me disent mais c'est quoi? Ils ne comprennent pas, parce que pour eux, le droit de l'open data, accès à la réutilisation, c'est un droit unique pratiquement. C'est le même droit. Mais nous, on fait cette distinction. Et ce qui explique qu'après, dans la mise en pratique, on a des différences de situation aussi au sein de l'Union européenne. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question? Sinon, nous passons... on fait une pause et vous pouvez prendre un café et continuer à discuter pour ne pas trop retarder le programme. Donc on prend 10 minutes. D'accord. Merci.